10 candidats pour 3 postes. La finale du concours national de plaidoirie s'annonce très dense au regard des 2 premières sélections. C'est la crème des candidatures qui est ici en compétition. Face au jury, les 10 finalistes devront chacun faire preuve d'une bonne élocution, de précision et de concision. Dès l'entame et bien évidemment après le tirage au sort des passages, le jury rappelle aux uns et aux autres les critères de sélection. Pour apprécier la prestation des candidats, le jury retient 5 critères. L'originalité, la pertinence juridique, la construction générale de la plaidoirie, la prestation du candidat et le respect du temps imparti. Le jury est souverain dans son appréciation et dans sa décision. Nous tenons à mettre ces critères à votre portée pour vous permettre à votre tour de juger le jury. Le décor ainsi planté, Landry Salanon, journaliste à la télévision Canal 3 Bénin, ici maître de cérémonie, dispose désormais du plein pouvoir pour conduire l'audition finale. Et ce sera sous la supervision de l'huissier de justice, maître Antoine Lacéen et son équipe. Même le public s'est fortement mobilisé pour la finale de cette importante compétition intitulée « Défends ta démocratie ». Mot de bienvenue pour les membres du jury et en même temps mot de remerciement pour avoir accepté d'accompagner l'ABDC dans cette œuvre salutaire pour la démocratie parce que, comme le présentateur l'a rappelé, le thème principal de ce concours de plaidoirie, c'est « Défends ta démocratie ». Pourquoi défendre ta démocratie? La démocratie, comme tout le monde le sait, c'est un mode de gouvernance. Mais c'est un chantier sans fin. C'est une quête permanente. Et donc le bébé, il faut l'entretenir. Même si ce bébé a près de 30 ans au Bénin, il a besoin d'être entretenu. Et c'est pour cela, pour prendre sa part donc, à cet entretien, que la BDC donc, a initié ce projet qui réunit les jeunes béninois pour leur permettre de dire leur mot sur la démocratie, de dire ce qu'ils pensent de cette démocratie béninoise. Et s'il leur était demandé dans leur vie réelle de défendre la démocratie, ce qu'ils feraient. Et c'est ça qu'ils vont nous dire tout à l'heure. Déjà, comme le présentateur l'a dit, il y a eu la phase de présélection, il y a eu la phase de sélection, il y a eu la première demi-finale, il y a eu la demi-finale, et aujourd'hui, la finale. Donc c'est la fin d'un parcours. Cet après-midi, c'est la fin d'un parcours, parce que c'est la finale qui va sacrer les 3 premiers sur les 20 qui ont commencé l'épreuve avec nous, parce qu'au départ, nous avions 20 candidats, et avec la présélection, ils sont 10 à passer l'épreuve finale aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont engagés dans cette aventure avec nous, tous ces jeunes qui se sont engagés. Je voudrais particulièrement remercier la seule dame qui a accepté de faire le parcours et qui a réussi à se retrouver à la finale, qui va tout à l'heure défendre, j'allais dire, les femmes. Donc je la remercie particulièrement, je remercie tous les candidats, ceux qui ont pu franchir les différentes étapes pour se retrouver cet après-midi, donc à la finale. Je remercie enfin le public, les personnalités y compris, pour le déplacement, afin de soutenir les candidats parce qu'ils ont besoin de ce soutien-là, parce que ce n'est pas facile de se tenir devant un jury de 7 membres, de 6 membres, parce que justement, malheureusement, en raison d'indisponibilité, la présidente du jury n'a pas pu donc effectuer le déplacement. C'est une grâce, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui une fois de plus pour parler de la démocratie béninoise. À l'issue des États généraux de 1990, il m'a été demandé de faire quelques propositions qui pourraient faire de la démocratie béninoise un modèle en Afrique et dans le monde. En effet, grâce à la Convention de 1990, depuis, nous les Béninois, nous avons la chance
de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir grogner contre toutes les décisions qui portent atteinte à la démocratie et à nos libertés individuelles. À me compte parler, on pourrait croire que la démocratie béninoise a atteint un niveau d'elle-même, au point qu'elle n'aurait pas besoin d'un quelconque apport, d'une quelconque amélioration. Si tel était le cas, nous ne serons pas ici aujourd'hui pour partager nos idées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais, tout votre respect, attirer votre attention sur trois aspects de la démocratie qui, si elles arrivaient à être jumelées, feraient de la démocratie béninoise un véritable modèle en Afrique et dans le monde. Le volet social, le volet politique et le volet économique. Le volet social. Je voudrais attirer votre attention sur l'éducation. En matière sociale, l'éducation, je la considère comme étant un véritable moteur de changement. Je recommanderais donc qu'au niveau de l'éducation, dans les programmes d'enseignement scolaire, depuis le bas âge, on puisse former des citoyens de demain qui seraient très aguerris de l'esprit même démocratique. Que ce soit des citoyens qui, depuis petits, on leur ait appris ce que c'est que la démocratie. Ainsi, quand ils grandiraient, ils seraient naturellement l'engouement à défendre cette démocratie, vaille que vaille. L'éducation ne considère on va en compte que les scolarisés, les non-alphabétisés sont aussi des Béninois autant que nous. Je voudrais donc, au nom de la Constitution, la loi puisse être vulgarisée dans toutes les langues locales, afin que chaque Béninois puisse prendre conscience de ce que consacre la Constitution de 1990 en matière de démocratie et puisse exercer les libertés qui lui sont octroyées par le biais de cette démocratie. Je m'en vais rapidement vers l'opinion publique. L'opinion publique, l'opinion publique, c'est vous et c'est moi. Dans une démocratie, si on ne peut pas prendre en compte l'opinion publique, on ne pourrait pas parler de démocratie à long terme. Je me demande si elle serait durable. Alors, je recommanderais que soit créé aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, autant pour moi, des forats, des groupes de sondage de la voix de la population, la voix du peuple, afin qu'elle quitte le bas pour aller un peu vers le sommet. Internet le peut. Je voudrais aussi m'appesantir sur les élus locaux qui pourraient organiser des groupes de discussion dans nos localités afin que sur telle ou telle question, de façon vraiment directe, le peuple puisse opiner sur certains aspects de la gestion de l'État, parce que l'État c'est pour nous tous. Je finirai pour dire qu'en démocratie, il faille consolider le droit d'aller et venir. Je veux parler de la liberté de manifestation. La liberté de manifestation doit être un droit qui, au Bénin, doit être renforcé. Nous ne sommes plus dans une dictature où on devrait prendre le couvre-feu à tout moment. Donc j'estime que la liberté de manifestation ici au Bénin devrait être renforcée pour une démocratie moderne, parce qu'elle est mise en branle actuellement. Dans vos propositions, j'ai noté une équation sur laquelle je voudrais avoir plus de précision. Vous avez dit droit de vote égale droit à l'alternance. J'estime que le droit de vote devrait être l'équivalent du droit à l'alternance politique. Parce que quand je parcours la Constitution béninoise, je n'ai pas l'impression que... Vous notez les questions, vous répondrez avec les questions. D'accord, merci monsieur la présidente. C'est une opinion personnelle où j'essayais d'expliquer que le droit de vote devait être... Le droit de vote ne pose pas problème, mais l'alternance politique pourrait poser problème. Selon moi, l'alternance politique, c'est lorsque il y a une certaine rotation au niveau de l'appareil exécutif, où aujourd'hui c'est la minorité, demain c'est la majorité, toutes les couleurs politiques pourraient y passer. Si on transformait l'alternance politique en un droit, comme une sorte de un droit pour les peuples, un devoir pour ceux qui doivent la garantir, je pense que le droit de vote ne serait pas instrumentalisé, ou on biaise la variété des tendances politiques, mais on estime que le droit de vote existe toujours, il faille voter. Est-ce que vous pensez qu'à cette échelle, à la longue, on aura vraiment une alternance politique? C'est ce que je voudrais souligner. À mon sens, non. On pourrait finalement avoir les mêmes personnes au pouvoir au nom du droit de vote. Le Bénin, mon pays, notre pays, a battu le record des coups d'État de 1960 à 1990. C'est dans cette instabilité politique, sociale et économique que 493 délégués issus des couches sociopolitiques se sont réunis à l'hôtel Alejo du 19
au 28 février 1990, sous la houlette du regretté prélat Monseigneur Isidore de Souza, pour concocter la fameuse conférence nationale des forces vives de la nation, dans un esprit de l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que, Monsieur le Président du jury, l'exercice qui nous réunit ici ce soir vient de ces vaillants délégués qui nous demandent les défis à relever pour faire du Bénin un modèle de la démocratie en Afrique et dans le monde. Alors, il me plaît de poser deux questions. Qu'est-ce qu'un défi? Et après, qu'est-ce qu'un modèle? Le défi, c'est un challenge. C'est le refus de se soumettre à l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Et le modèle, c'est l'exemple à suivre. Le modèle, c'est ce qui doit être imité. Quels sont alors les défis qu'on doit relever au Bénin pour faire du Bénin un modèle de la démocratie en Afrique et dans le monde? Les défis doivent être relevés sur plusieurs plans. Je prends par exemple au plan politique, il faudrait relever le défi de la suprématie de l'exécutif. Honorable membre du jury, la suprématie de l'exécutif sur les institutions de contre-pouvoir se caractérise par le fait que le président de l'exécutif a la chance de nommer les présidents des autres institutions. Mais ce n'est pas que la suprématie de l'exécutif qu'il faut relever comme défi. Il y a également le système partisan au Bénin. Le système partisan au Bénin est caractérisé par la multiplication des partis politiques. Ce système partisan est aussi caractérisé par le clientélisme électoral, aussi par la nouvelle conscience des sociétés africaines qui disent ceci. Nous allons récupérer lors des campagnes électorales l'argent qui nous a été volé. Madame Huguette demandait, est-ce que le fait de contrôler, Nyankadia demandait, est-ce que le fait de contrôler uniquement les institutions la suprématie de l'exécutif va résoudre le problème? Dans mon développement, j'ai mis l'accent sur deux choses. Il faudrait d'abord contrôler la suprématie de l'exécutif en atténuant considérablement le pouvoir de l'exécutif. En plus de cela, il faudrait travailler l'homme. Il faudrait éduquer l'homme, inculquer à tous les Béninois les valeurs éthiques et morales. Et je suis sûr, je suis convaincu, si on arrive à inculquer dans chaque Béninois la fibre patriotique, si on arrive à inculquer dans chaque Béninois le respect, les normes de la morale et de l'éthique, et si on contrôlait la suprématie du pouvoir exécutif par les contre-pouvoirs, la question aurait bel et bien de réponse. Montesquieu disait déjà que pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Cela fait appel donc à une haute théorie de l'équilibrage des pouvoirs en démocratie. Au Bénin, cela reste un défi majeur. Comment nous faisons pour que le chef de l'État ne puisse pas devenir ce roi devant qui tout le monde se prosterne, ce roi qui soumet tout le monde dans le pays, qui écrase tout le monde et qui refuse donc de se soumettre à la puissance de la loi, puisque nous sommes dans un état de droit qui doit être compris comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique, symbolisée par le chef de l'État, est soumise donc à la loi. Nous pensons que pour donc affaiblir le chef de l'État, il faut que le chef de l'État ne puisse plus siéger dans le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il ne puisse plus nommer le président de la Cour suprême, que les nominations de magistrats soient confiées à la Cour, au Conseil supérieur de la magistrature, qui propose au chef de l'État les magistrats à nommer. Nous sautons là donc le verrou du ministre garde des Sceaux qui est censé faire la proposition. La Cour constitutionnelle, les membres qui doivent siéger à la Cour constitutionnelle, par exemple, doivent être élus par leurs pairs, les corporations respectives. Et l'innovation que nous introduisons, c'est que désormais, il y ait une autorité morale et traditionnelle qui puisse siéger à la Cour pour frapper d'une dose de culture les décisions de la Cour. Puis également un sociologue, merveilleuse idée, un médecin de la société. Parce que la Cour ne rend pas que des décisions en fonction du droit.
Elle mesure d'abord la tension sociale pour voir si le degré de réceptivité de la population est assumé, dont un sociologue a sa place à la Cour constitutionnelle. Vous avez parlé des membres de la société civile qui doivent siéger dans les conseils d'administration des institutions. Est-ce que vous pensez que cela suffit? Affaiblir le chef de l'État. L'affaiblissement est une conséquence de la forteresse qu'il représente. C'est pourquoi j'ai choisi à dessein ce mot. Pas pour l'affaiblir, pour qu'il soit submergé par les autres pouvoirs, mais l'affaiblir dans un cadre quand même réglementaire pour que son pouvoir ne soit plus au-dessus des autres pouvoirs, pour faciliter la collaboration. Mesdames et messieurs les membres du jury, l'originalité. L'originalité de nos propositions. Nous pensons que on ne va pas forcément inventer la roue, mais nous sommes également convaincus que dès qu'on aura réussi à faire la place à la femme, dès qu'on aura réussi par exemple à faire prêter serment au chef de l'État devant des divinités en Afrique, on pourra commencer par faire peur aux gens. Nous savons l'influence de la culture endogène sur les personnalités au Bénin. Je vous remercie. Je prends l'engagement de leur proposer, éminents membres de jury, en leur nom, que notre pays puisse connaître un régime semi-présidentiel. Oui, un régime semi-présidentiel, pour qu'on puisse permettre au président de la République de ne pas se retrouver comme un super homme, un homme tout-puissant à la tête d'une nation, mais que déjà, au sein de l'Assemblée nationale, avec la majorité, on puisse avoir le Premier ministre qui désormais puisse se retrouver à la tête du gouvernement. Cette mesure pourra permettre, bien évidemment, le dialogue entre les différentes formations politiques de la nation. Et comme vous le savez, on ne peut pas bâtir une nation sans le fondement. Pour moi, le fondement ici, c'est la Constitution. Et donc, dans la Constitution, je trouve qu'il y a certaines dispositions fondamentales qu'il faut forcément pouvoir énumérer. Moi, je voudrais vous demander, Monsieur Hugues, il y a beaucoup de questions, mais nous allons circonscrire. Vous avez fait des propositions sans nous dire qu'est-ce que vous cherchez à régler à travers vos propositions. Monsieur Zogo, vous avez proposé que l'on subventionne les organes de presse. Nous sommes en situation d'organes privés. Quand on va les subventionner, c'est pour quel résultat? La réponse, elle est toute simple à mon avis. Les citoyens que nous sommes, nous avons besoin de l'information, c'est-à-dire que nous avons besoin de ce qui est crédible. Aujourd'hui, on se rend compte malheureusement que les organes de presse, à travers leurs responsables, se retrouvent asphyxiés. Et donc, dans ces conditions, les acteurs politiques détenant le pouvoir financier leur fait généralement appel. Et en leur faisant appel, ils subventionnent un peu peut-être leurs activités. Et ce faisant, le professionnel des médias n'a plus la possibilité d'être toujours objectif par rapport à son rendement. Or, le citoyen que je suis, j'ai besoin de l'information vraie. J'ai besoin de savoir les limites de mon gouvernement, de mon gouvernant, pour peut-être le traduire devant la justice. Donc c'est un peu l'esprit dans lequel je suis. De manière globale, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui relever comme défi? Le défi, il est unique, c'est de travailler au respect de la dignité humaine. Parce qu'aucune réforme ne peut être envisagée si cette réforme-là ne prend pas en compte la personne humaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'apprentissage démocratique nécessite du temps. Et la démocratie béninoise est confrontée à de multiples défis. La tâche qui nous est demandée à nous autres est de relever ces défis et de proposer des idées
pouvons permettre à la démocratie béninoise de rayonner davantage en Afrique et dans le monde. Et pour ce faire, il suffit d'abord d'identifier les défis en question et après proposer de grandes idées. Monsieur le Président, le défi majeur auquel est confrontée la démocratie béninoise est celui de la gouvernance. Une gouvernance politique et celle économique. Au plan de la gouvernance politique, le défi principal est celui d'une démocratie véritable fondée sur des institutions efficaces et mobilisatrices des initiatives diverses en vue du développement et l'édification d'une nation prospère. Car la démocratie pluraliste n'est intéressante que lorsqu'elle est en mesure d'assurer l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dès lors, le droit du citoyen béninois à accéder au minimum social commun apparaît indéniablement comme l'un des véritables enjeux de l'heure. Mais je voudrais dire aussi que autour de ce défi principal gravitent encore d'autres défis qu'il convient de vous énumérer. D'abord, le défi de la recherche de l'efficacité des institutions politiques. Comment renforcer la séparation des pouvoirs et assurer la clarification de leurs responsabilités respectives. Le défi du règne de l'argent, de la sincérité, de la transparence, ainsi que de la violence en matière électorale. Le défi de l'efficacité de la justice, qui n'assure guère les justiciables, encore moins les investisseurs, tant sur le point de la célérité que sur le point de l'accès. Le défi de l'effectivité et de la primauté du droit, de l'application et du respect des lois par tous. Comment éviter que la liberté et la démocratie ne se confondent à l'indiscipline, au désordre, voire même à l'anarchie? Vous avez parlé de l'effectivité de la décentralisation et parlé de les compétences à transférer. Mais vous pensez qu'il s'agit seulement de mettre en place des comités de gestion, de tenir compte des femmes pour que cela fasse un déclic? Parce que tout ça est sur le terrain. Tout ça est sur le terrain, mais ce n'est pas encore effectif. En ce qui concerne le commerce des produits, là aussi c'est une proposition. Je disais simplement que si on se concentre là-dessus, d'abord il y aura une catégorie qui va se charger du produit, une catégorie qui se chargera aussi de transformer et une catégorie qui se chargera aussi de commercialiser. Cela passe par le recrutement de quelques jeunes, de des jeunes qui vont participer à la chose dans ces compartiments-là. C'est juste une proposition. Je ne dis pas que cela a déjà été fait. Il y a une enquête qui se fait actuellement en la matière. Par rapport à ce que madame vient de dire, et vous l'avez dit vous-même, que c'est parce que ce n'est pas encore effectif. Et justement, ma position parle de l'effectivité de la décentralisation. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire que j'ai participé à une enquête où, lorsque vous allez voir les chefs ménages pour les questionner, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vous voulez nous déranger et vous restez à la mairie tout distribuer. En réalité, ces personnes ne sont pas associées. Ils le disent peut-être sur papier, mais lorsque vous allez sur le terrain, ce n'est pas le cas. Pour que le Bénin devienne une modèle de la démocratie, selon moi, il faut d'abord la culture démocratique. L'on se demande souvent pourquoi le peuple béninois est si passif. La passivité du peuple béninois, je le dirais, c'est parce que nous sommes dans une tragique culture démocratique. Comment nous voulons qu'un peuple défende une démocratie si le peuple ne se reconnaît pas dans la Constitution? Comment voulons-nous que le peuple défende une démocratie si le peuple ne sait même pas qu'il a des droits fondamentaux à évoquer un peuple, que lorsque la Constitution est violée, il doit protéger cette Constitution? Il est une évidence que l'article 40,
La déclaration de l'article 40 de la Constitution, la déclaration de Bamako inscrit déjà la culture démocratique dans l'agenda politique. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait inscrire déjà dans nos programmes la culture démocratique, non pas pour faire de chaque citoyen des constitutionnalistes, mais pour faire de chaque citoyen des citoyens démocratiques. On dira, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'on ne va pas, sommes pas le fruit de notre histoire? Culture démocratique, nous allons passer à un autre point de défi, la construction des institutions démocratiques. Monsieur Lécon, merci. Vous êtes le second candidat à proposer une consolidation de la décentralisation. C'est un sujet qui m'intéresse. Mais seulement quand vous proposez une numérisation du contrôle de l'action publique au niveau communal, j'ai le sentiment que vous risquez de laisser en rade la majorité, en quelque sorte, de la population, de ceux qui n'ont pas justement accès aux technologies. Comment voulez-vous justement que cette décentralisation soit efficace jusqu'au niveau de la base, si pour exercer ce contrôle, il faut être lettré? Qu'est-ce que vous proposez pour ceux qui n'ont pas de boîte email? J'ai entendu les tiers, il aurait bien que vous le fixiez par rapport au temps. Vous avez suggéré qu'on remplace la tutelle du préfet par ce que vous avez appelé le déféré préfectoral. Ça vous dit pas, le déféré préfectoral. Vous avez suggéré la constitution d'institutions démocratiques. Construction d'institutions démocratiques. Quels sont les indicateurs pour vous pour savoir qu'une institution est vraiment démocratique? Vous avez à l'introduction que le peuple ne sait même pas ce que c'est que la constitution pour pouvoir déjouer. Mais je n'ai pas vu comment est-ce qu'on peut régler cette question avec vous. Je suis toujours sur ma soif pour savoir comment cela peut contribuer au développement de la cité, puisque dans l'énumération, vous avez parlé tout à l'heure de numérisation, vous ne m'avez pas montré comment ces populations qui n'ont pas accès aux Français, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer réellement au développement, surtout que vous insistez sur la décentralisation, qui est le pouvoir à la base. Merci, monsieur membre du jury. Ceux qui n'ont pas accès à Internet, nous savons déjà qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas accès à Internet. Mais, je dis, même ceux qui sont alphabétisés n'y vont pas pour le contrôle. Ça serait déjà un acquis pour ceux qui ont Internet s'ils recevaient ça. Vous n'avez pas besoin d'être dans la commune pour faire, en tout cas, ce que ça, la loi n'a pas dit, c'est uniquement ceux qui sont de la commune qui doivent faire le contrôle de l'action citoyenne au niveau de la décentralisation. Donc je crois déjà, ça sera déjà un pas, de dire que ceux-là, ils peuvent faire. Nous savons, si nous tous, nous constituons au moins 1 million à avoir accès à Internet dans le pays, ça serait déjà un atout, ça serait déjà un acquis qui va impacter vraiment le développement. Ce que je mets dans déféré préfectoral, le déféré préfectoral, c'est que le tutelle, le maire plutôt, n'aura pas à soumettre tout ce qu'il fait. Il va simplement exécuter, le préfet à son tour aura des droits pour aller directement vers le juge administratif. Ça va permettre au processus de développement parce que le maire, le préfet ne pourra chaque fois pas arrêter le maire. Dans son... Or, et mieux si le maire aura agi par illégalité, l'autre à son tour peut demander au juge de suicide à exécution. Tout ça dans des délais restreints. Ça va vraiment, je pense, bien propulser le développement au niveau local. La démocratie, le président demande, le président de la démocratie, Abraham Lincoln définissait la démocratie comme le gouvernement du peuple, à part le peuple et pour le peuple.
tout en considérant la théorie de John Locke et de Jean-Jacques Rousseau sur le principe de la séparation du pouvoir, nous allons asseoir notre opposition sur deux axes fondamentaux. Premièrement, il s'agit de l'équilibre du pouvoir et deuxièmement, il s'agit des réformes socio-économiques qui nous paraissent essentielles de faire. L'équilibre du pouvoir, je l'ai annoncé tantôt, la théorie de John Locke et de Rousseau, qui consacre la séparation, je dirais même la séparation rigide du pouvoir. Nous en avons trois. Le président de la République, dont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et enfin le pouvoir judiciaire. Le président de la République est élu, il est oint du suffrage universel. Il est sorti des entrailles de la volonté du peuple. Nul ne peut le contester. Il a donc le pouvoir de nommer les membres du gouvernement, de nommer les hauts fonctionnaires de l'État et les diplomates. Tout pouvoir donné au président de nommer d'autres autorités dans les institutions de contre-pouvoir serait une erreur monumentale. N'y pensons même pas, chers membres du jury, mesdames et messieurs les membres, parce que, rappelez-vous, un peuple qui oublie son histoire est appelé à la revivre. Notre histoire, c'est que le peuple a besoin d'une liberté. C'est pourquoi cette liberté sera assurée par le pouvoir judiciaire, qui a à la fois les institutions de cour constitutionnelle, le pouvoir judiciaire, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, qui sont appelés non seulement à assurer la liberté des peuples dont nous représentons aujourd'hui dans cette somptueuse salle, mais aussi faire en sorte de contrôler également le président de la République, que le président donne le pouvoir le président de la Haute Cour de justice. C'est une erreur. Qu'est-ce que le pouvoir? Le Béninois n'est pas épris d'un esprit d'ingratitude à l'égard de la personne qu'il a nommée. Alors que ça devait être la caractéristique première de toute personne nommée à des fonctions publiques. Parce que nous ne faisons pas le travail pour le président, nous le faisons pour les peuples. Le peuple qui a assoiffé d'une liberté et d'une économie libérale. Que la menace d'une attaque brusquée de ce genre, du genre des années 60, du genre des années 70 jusqu'aux années 89, ne pèse plus jamais sur nous. Il faut asseoir les fondamentaux pour que nous, nos fils, nos arrière-petits-fils puissent hériter des choses véritablement essentielles qui puissent leur assurer un plein épanouissement. Et ce faisant, nous ferons de notre pays, je vous dirais, l'intention est grande, pas seulement une démocratie, vous l'avez dit, une démocratie en Afrique et dans le monde, mais je suis sûr que notre démocratie sera imitée partout dans le monde. Que des gens aient 100 ans de pratique démocratique, 50 ans, ça ne veut rien dire. C'est l'exercice de la chose démocratique qui nous élèvera au pied des salles. Mesdames, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je voudrais souhaiter bonne chance à cet ouragan de renouveau démocratique qui souffle sur le Bénin. Je vous remercie. Oui. Si le chef de l'État ne nomme personne dans les structures de contre-pouvoir, est-ce que vous ne craignez pas que peut-être finalement ce soit ces opposants qui se regroupent dans les structures et qu'il y ait une possibilité de destitution à n'en plus finir? Je voudrais que nous prenions l'exemple des grandes démocraties. Tout simplement. Je ne voudrais pas en citer. Parce que les cités, c'est considéré qu'on ne peut pas les dépasser. Mais il faudrait qu'on fasse des expériences, pas forcément de 4, 5, 6 partis, mais que nous ayons des philosophies historiques. Et que les candidats aux élections présidentielles soient le produit des partis politiques. Vous avez dit, la deuxième question, c'est de savoir si les opposants dans les institutions ne vont pas destituer. Je prends l'exemple du Conseil de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous, les professeurs d'université ne font pas des opposants. Pour être membre de la Cour constitutionnelle, il faut avoir des qualités, des aptitudes. Et lorsque vous les avez, dignement, vous serez élu par vos pairs. Le problème, c'est d'empêcher le président. Voyez-vous, quand nous prenons l'exemple des États-Unis, le président de la Cour constitutionnelle est à vie. La Cour suprême est nommé à vie. Il n'a rien à voir avec. Et des gens véritablement épris de paix et de justice n'ont pas besoin de destituer qui que ce soit. Ce n'est pas au cours de leur mandat, mais ils verront pour que le peuple en soit grandi. Je vous remercie. Nous devons atteindre au développement économique et social dans l'état de droit et dans la démocratie. Alors le deuxième défi est celui relatif à la lutte contre la corruption et au détournement des deniers publics. Ce n'est pas les compétences qui manquent au Bénin, mais c'est cette inefficacité de lutter contre la corruption qui fait que nous persistons dans ces mots politiques. Alors, pour ce qui concerne le second point, un développement socio-économique entravé par plusieurs pesanteurs,
c'est que d'abord, notre démocratie ne doit pas rester un système sans armes. Elle doit se définir une finalité. La démocratie formelle ne peut pas être notre seule finalité, mais la démocratie substantielle, oui. Parce que la démocratie doit avoir un objectif. La démocratie doit servir la majorité et non la minorité qui a le pouvoir de l'exercer. La démocratie doit servir à tout le monde. C'est exactement faute de cela que nous retrouvons sur le terrain les mauvaises gestions, les détournements de deniers publics, les marchés gré à gré signés dans l'opacité. Mais c'est dommage. Nous devions remédier à tout ça. Et tout doucement, nous venons vers les approches de solutions. Mais sur cette question, il faudrait reconnaître que l'opinion publique que nous avions questionnée sur les questions ayant trait à cela, pour eux, nous devions partir à une gouvernance démocratique exemplaire. Et à ce niveau, mesdames et messieurs, la seule et unique proposition que nous allons faire, c'est qu'il faudra adapter notre démocratie à nos réalités et y débarrasser les impunités. Merci, monsieur. J'ai noté dans votre proposition, je suis d'accord avec vous, qu'il faut adapter notre démocratie à nos réalités. Sauf que j'aimerais vous demander, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de développer, quelles sont ces réalités et quelles sont les modalités d'adaptation. Voilà les deux questions que j'ai à vous poser. Une démocratie adaptée. Ici au Bénin, on sent du copier-coller de la démocratie parce que nous avions nos langues, nous avions notre culture, mais dans notre démocratie, on ne sent pas ça. Par exemple, nous craignons ou nous discutions toujours sur les questions de langue. Combien de langues avons-nous au total au Bénin? Mais quand vous allez en France, ils pourront vous dire tout de suite, on a tel nombre de... et tel est officiel, tel est officiel. Mais au Bénin, encore, même si on doit citer quelques officiels, c'est quelques je dis. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Donc c'est dans cette logique, nous parlons d'une démocratie adaptée à nos réalités. Nous avions nos réalités du Bénin. Il ne faudrait pas faire du copier-coller. Même si, au cours d'une documentation, tu trouves quelqu'un, tu trouves une citation que tu voudrais te l'approprier, il faudrait quand même réaménager, réajuster pour que ça réponde à tes conditions. C'est dans cette logique que nous parlons de démocratie adaptée. Notre présentation s'articulera autour de deux mouvements, deux axes. Le premier présentera un bilan et un diagnostic sommaire de 29 années de parti démocratique. Et la deuxième partie s'attellera à proposer nos options de solutions. Notre première partie donc. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, lorsqu'il nous arrive de faire un état des lieux de la démocratie béninoise, cela s'impose de relever avec une certaine fierté qu'il y a eu des éléments de succès. Nous allons relever sans être exhaustifs, par exemple, relever qu'il y a eu des élections libres, régulières, que ces élections ont été soldées par des alternances aussi pacifiques les unes que les autres. Nous avons aussi le rôle central et salvateur du juge constitutionnel qui a su protéger et garantir les droits fondamentaux et les libertés publiques, tout en régulant le fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics. Mais aussi la vérité et la réalité nous imposent de reconnaître qu'il y a des facteurs d'échec. Ces facteurs d'échec qui constituent en réalité les défis de notre démocratie. Et nous en retenons trois. À un premier niveau, le dysfonctionnement des institutions. À un second niveau, c'est la mauvaise gouvernance politique et économique des acteurs. Le troisième niveau, le troisième défi, c'est la faiblesse de notre opinion publique. Mais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, nous ne voulons pas tomber dans le piège de nous attaquer à la fumée sans nous préoccuper du foyer qui produit cette fumée. C'est pour cela que nous sommes donnés pour devoir de diagnostiquer, de chercher les causes profondes qui minent notre démocratie. Et nous en avons décelé trois causes. La première cause est reliée au premier défi, le dysfonctionnement des institutions. La cause que nous avons décelée, nous avons remarqué que ce problème résulte des tests. Les tests qui régissent ces institutions et en même temps le manque d'indépendance, le déficit d'indépendance de ces tests, de ces institutions. Lorsque nous venons au deuxième niveau, le deuxième défi, en ce qui concerne donc les hommes, les acteurs, nous remarquons que le personnel politique au Bénin est un peu sans conviction, un personnel sans idée profonde, un personnel qui est prêt à la corruption et à tout genre de compromission. Et le troisième niveau donc,
qui est liée au troisième défi, la faiblesse de l'opinion publique, nous avons décelé que c'est simplement un déficit, un manque d'éducation civique et de formation qui a entraîné cela. Et donc voilà donc un bilan, un diagnostic sommaire de 29 années de parti démocratique et aussi le diagnostic des maux qui ont mené cette démocratie. Ce diagnostic est nécessaire, ce diagnostic est fondamental pour soutenir et valoriser les options de solutions que nous pensons proposer. Et c'est donc notre deuxième partie. La seule question que je propose, c'est de me situer au sujet. Au sujet, le sujet me dit de conforter par rapport à l'issue de la conférence nationale. Et donc, pour moi, je m'attendais à ce que vous avez appelé proposition. Donc, vous avez choisi à dessein de ne pas traiter le sujet, mais de l'orienter selon vous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Nous ne pouvons pas traiter ce sujet en occultant la marche que nous avons faite. Nous ne voyons pas comment c'est possible. Ça veut dire qu'on met en parenthèse 29 années. Alors qu'on peut apprendre de ces 29 années qu'on a eues. Pour nous, c'est quasiment impossible de traiter ce sujet sans ouvrir la parenthèse, sans nous braquer sur l'expérience, sur la marche que nous avons faite et tirer le son de cette marche, analyser ce qui n'a pas marché dans cette marche. Sinon, le sujet nous ramènerait simplement à l'étape de 90 et nous demanderait donc de proposer des éléments. À quoi auraient servi les 29 ans qu'on a fait? Et pour nous, principalement, ça n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet n'est pas de nous ramener à 90 et de dire, bon, maintenant là, proposez-nous des éléments à partir de 90. Non. Le sujet, c'est après 29 années, le sujet, après ce qu'on a fait, après ce qu'est la conférence nationale et le temps que nous avons passé, quels sont les défis à relever? Parce qu'il y a des défis sont greffés à des problèmes. Les défis sont greffés à des problèmes, c'est parce qu'il y a eu une marche, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Et nous avons fait ce diagnostic-là. C'est à partir de là qu'on peut faire des propositions. C'est comme ça que nous avons capté le sujet et c'est pour ça que nous l'avons orienté dans ce sens. Pour nous, ça n'est quasiment pas possible de mettre en parenthèse ce temps que nous avons eu. Il faut capitaliser ces 29 années, monsieur le membre du jury. Pour nous, c'est important. Et c'est à partir de ça, c'est tirant leçon de ce qu'on a eu, de nos succès et de nos échecs que nous avons d'ailleurs rappelés. C'est à partir de ça qu'on peut proposer des éléments nouveaux. Lorsque nous allons au Rwanda, il y a un quota de 24 femmes sur les députés qui doivent représenter normalement les femmes à l'Assemblée nationale. Cela n'est pas fait. Et donc je vais proposer pour la première mesure que des mesures soient prises pour que les femmes soient représentées dans notre nouvelle démocratie. L'autre chose, lorsque vous voyez le Rwanda, c'est que nous arrivons à voir des handicapés qui ont une place, un siège. Je suggère que cela soit pris en compte aussi pour que vraiment notre démocratie soit un modèle de démocratie. L'autre facteur, c'est que dans notre démocratie actuelle, après la conférence des forces vives de la nation, nous avons une difficulté à amener la population dans les prises décisionnelles. Je vais suggérer qui est ce qu'on appelle le principe de l'initiative populaire, qui soit pris en compte dans notre constitution. C'est quoi l'initiative populaire? C'est l'acte par lequel le peuple peut décider directement de faire des reproches ou des approches à la gouvernance du pays. Il est très important. Nous pouvons fixer un quota peut-être de 2 millions de pétitions qui soient signées pour faire passer une décision. Cela permet au peuple de s'ingérer dans la politique. Au niveau de la culture politique, il est à remarquer que notre pays souffre d'une insuffisance culturelle politique. C'est quoi la culture politique? C'est l'acte par lequel le peuple s'imprègne des réalités démocratiques. Mesdames et messieurs les membres du jury, le peuple n'est pas informé. Le peuple n'est pas informé sur des notions de patriotisme, de droit, de démocratie. Et ainsi, elle ne peut pas apporter sa vision à la chose. Je suggère alors là que nous ayons une éducation au primaire, au secondaire et à l'université sur des notions de patriotisme, de droit, de principes démocratiques. Car la culture sans ma culture. Il faudra que le peuple béninois soit cultivé relativement aux principes démocratiques. J'aimerais aussi faire ressortir le fait que dans notre démocratie, le peuple n'est pas totalement libre. Il n'est pas libre parce qu'il ne connaît pas ses droits. Il n'est pas libre parce qu'il ne connaît pas ses tests. Si vous dites que j'ai le pouvoir, alors que nous savons que l'information nous donne le pouvoir, si je n'ai pas l'information, que je n'ai plus le pouvoir, il faudra informer le peuple sur ses droits et ses devoirs. Nous suggérons aussi par rapport au fonctionnement du gouvernement que nous puissions changer notre régime. Le régime présidentiel auquel nous avons adhéré depuis la conférence des forces vives de la nation n'a fait qu'au fil des temps montrer cet art. Je pense que lorsque vous vous référez au royaume du Dahomey, notre peuple était dans un régime parlementaire.
Il y avait ce qu'on appelle le Da, le roi, il y avait ce qu'on appelle le Vigan, le premier ministre, et d'autres personnalités. Je pense que si nous allons dans un régime parlementaire, nous aurons plus un équilibre des pouvoirs, pouvoir équilibrer les notions de la démocratie. Si les délégués vous disaient que tout ce que vous venez de dire, c'est de l'utopie, qu'est-ce que vous répondez? Alors, vous avez dit que la culture, sans votre culture, vous a culture. Reviens donc l'idée du lien entre nos réalités et la démocratie. Vous avez parlé des cas. Je voudrais que vous nous donniez quels sont les ingrédients de nos cultures qui nous manquent à la démocratie et qui, selon vous, pourraient en faire un modèle. Dans toutes les cultures africaines béninoises, nous sommes un peuple d'oralité. Nous n'arrivons pas à mieux cerner les principes lorsqu'ils sont écrits. C'est une réalité africaine. Je pense qu'il est urgent que nous puissions trouver une procédure pour mieux faire connaître la loi au moyen de nouvelles stratégies adaptées. La question par rapport à la situation du sujet. Lorsque nous sommes interrogés au sujet, il y a un mot qui change le contexte. À l'issue des états généraux. Lorsque nous disons que quelque chose est issu, c'est le résultat d'une chose. Nous sommes intéressés un peu sur le thème états généraux. C'est quoi les états généraux? Les états généraux sont définis par un dictionnaire philosophique comme les assemblées qui sont réunies dans un pays pour pouvoir discuter d'une crise. Après 29 ans d'expérience, il est très important que nous puissions trouver une issue. L'issue, c'est quoi? C'est que la conférence des forces vives de la nation, notre démocratie a permis une stabilité politique. Mais tarde à nous amener dans une démocratie. C'est dans cet esprit que j'ai analysé le sujet pour pouvoir alors parler des mesures qu'il faut prendre par rapport à cette issue-là. Lorsque le jury veut savoir quelle sera ma réaction par rapport à l'utopie, il n'est pas rare de constater que lorsque nous parlons, beaucoup de personnes le prennent comme de la théorie. Mais je me dois de nous dire que sans la théorie, il n'y a pas la pratique. Il faut d'abord la théorie. Il faut d'abord la conception théorique pour aller à la pratique. Et je dis, lorsque je serai amené à plus développer, je vais trouver des stratégies développées ici, en raison du temps, qui nous permettront de rendre chaque mesure que j'ai donnée, de l'éducation nationale jusqu'à la représentation, pour un bien meilleur. Après le passage du dernier candidat, le jury prend quelques minutes pour délibérer. C'est l'heure de vérité. Chaque candidat est désormais fixé sur son sort selon ses prestations. La tâche n'a pas été aisée pour le jury. Je pourrais vous assurer que entre les jurys, la différence n'est pas plus de 2 points. Pas plus de 2 points. C'est vous dire l'unanimité qui s'est dégagée autour des candidats. Alors, puisqu'il faut classer, nous n'avons pas pu classer, et vous le constaterez tout à l'heure. Nous allons proclamer, si vous voulez, les résultats. 10e. Kodia Fabrice, avec une moyenne de 12,16 sur 20. S'il est là, il se présente déjà ici. Voilà, on invite M. Kodia Fabrice, qui est donc le 10e, avec une moyenne de 16. 12,16. M. Kodia Fabrice, lauréat de la première finale du concours national de plaidoirie. Merci de l'accueillir. 9e. Zogo Hugues Hector, avec une moyenne de 12,33. Le 9e, M. Hugues Hector Zogo, avec une moyenne de 12,33. M. Hugues Hector Zogo, nous vous prions de vous mettre aux côtés de M. Fabrice Kodia. Merci de l'accueillir. Le lauréat. 8e, Tijani Farial,
avec une moyenne de 13. Deuxième, Faria Tidani, Madame Faria Tidani, avec une moyenne de 13,00. Voici la deuxième de la seconde Le septième. Oui, mais ça passe tout mal. Alors, il n'y a pas de septième, puisqu'il y a 6 ex-aequo. Sixième ex-aequo, Tchogbe Joël et Hundekon Audrey. Nous avons le sixième ex-aequo, M. Tchogbe Joël. Monsieur le Président, vous pouvez rappeler le moyen. 14,16. 14,16 pour Joël et aussi 14,16 pour Audric Mounekon. Cinquième, Sagbo Géraud, 14,66. Monsieur Sagbo Géraud, vous êtes septième avec une moyenne de... Excusez-moi, cinquième, voilà. Avec une moyenne de 14,66. Monsieur Sagbo Géraud, merci de la tenue. Merci de nous assurer. Veuillez vous mettre aux côtés des autres candidats. Il nous reste 4 candidats. Il suffira d'éliminer un pour avoir les 3 lauréats. Quatrième donc. Quatrième toujours. Fanny Nou Roméo. Alors, Fanny Nou Roméo a 15 de moyenne. 15,00. Monsieur Fanny Roméo, c'est le quatrième. Merci. Et la plus grande difficulté, c'est que nous n'avons pas un troisième. Nous avons deux ex-aequo. Deuxième ex-aequo, Karibou Adnan. Et Hassidé Gildas. Le premier lauréat du concours, Biao Ezekias. Venu ici à la phase d'audition déjà de Parakou, alors que les gens sont à Cotonou, c'était un peu difficile. Il fallait voyager. J'ai encore quitté hier pour venir ici. Je repartirai demain, certainement à Parakou. Je peux dire que ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas aussi trop facile. Donc, à faire ça, bon, je pense qu'il fallait être concentré. Il fallait surtout apprendre des autres. Je tiens à dire que les 20 candidats au départ, j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai beaucoup appris des forces et des faiblesses. Et je me suis dit que bon, il faut relever le défi, il faut prendre la force de l'autre pour en faire une force. Et bon, les faiblesses, il faut les corriger. C'est par cette belle consécration de Ezekias Biao que se referme l'édition 2019, la toute première du concours national de plaidoirie organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC avec le soutien de la Fondation Osiwa. Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures.